a-t-il quelques réactions? Oui, monsieur. Oui, Gérard. Oui, merci. C'est un point tout à fait éclairant. Il y a beaucoup de choses qui donnent pour toute la journée, je crois, et demain le ton. Le point de... Bon, tu arrives à la conclusion que le risque, c'est la dispersion et que la fonction centrale, c'est une forme d'agrégation de public autour de quelques enjeux transversaux mais locaux. Alors, ce qui m'importe et la question que je voulais te poser, c'est en quoi est-ce que ce travail de lien s'articule avec, en contrepoint, les évolutions de la gouvernance territoriale qui s'est donné à peu près les mêmes objectifs dans les mêmes périodes, puisqu'on a vu beaucoup de conseils généraux, de régions, de municipalités, de collectivités, de communes ou autres, assumer en tant que tel cette idée du lien social. Ici à Lyon, c'est manifeste, il y a une concurrence loyale ou pas, entre l'action des pouvoirs publics, les berges du Rhône et tout le reste, sont directement sur ce programme de créer du lien social local. Donc, entre opérations urbaines et médias citoyens, est-ce qu'on se marche sur les pieds? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des spécificités? Voilà, c'est une question qui me venait en t'écoutant. Donc, par rapport sur le lien social local. Après, c'est vrai que je distinguais effectivement tout à l'heure les institutions étatiques, politico-administratives ou liées effectivement à la démocratie représentative de celles qui effectivement, j'évoquais effectivement les conseils de développement ou conseils des élus. Bon, c'est des choses assez spécifiques qui sont à certains territoires. Je pense que alors la question est compliquée. Les enjeux, en tout cas visés, ne sont pas forcément les mêmes. Par rapport à... Et la question, c'est comment se situent, c'est ça, les médias citoyens dans ce cadre-là, oui. Se demander s'il y a une sorte soit de redondance, oui, soit d'accompagnement des médias citoyens par rapport aux politiques territoriales institutionnelles. Tout étant enregistré, n'hésitez pas. Attendez de parler dans le micro. Je vais essayer de m'appuyer sur des cas que je connais. Par rapport aux politiques, il y a déjà des enjeux, effectivement, ou sur les politiques territoriales qui sont parfois contradictoires, justement, entre les conseils régionaux, par exemple, les conseils généraux, et même entre certaines municipalités, agglomérations. La référence déjà au territoire, la manière dont il est défini, ces représentations sont effectivement assez différentes déjà d'une collectivité locale à une autre, et c'est vrai qu'il y a quelque chose parfois qui est de l'ordre, on peut avoir justement, par rapport aux régions, il y a eu effectivement, dans beaucoup de régions, on a vu ce même phénomène, où on essayait effectivement de donner corps à la région, en tout cas lui donner un certain sens d'un point de vue culturel, donc à travers des marqueurs historiques, identitaires, plus ou moins artificiels, plus ou moins recréés, pour effectivement donner... Voilà, en tout cas, l'impression qu'il y avait d'une cohésion et donc finalement d'un réseau de liens sociaux. Alors ça, on pourrait faire référence à la notion de lieu de Auger en anthropologie sociale, qui dit effectivement le lieu, c'est en même temps quelque chose d'identitaire, d'historique et de relationnel. Et donc il y a effectivement un ensemble de politiques, et là, voire parfois on pourrait parler de marketing politique, un ensemble de politiques effectivement au niveau de ces politiques de communication, au niveau des collectivités territoriales, qui consistent effectivement à organiser un certain nombre peut-être d'événements, à financer peut-être oui aussi un certain nombre
d'associations ou de festivals qui peuvent effectivement permettre qui peuvent effectivement aller dans le sens en tout cas de la production finalement d'une identité sociale, culturelle qui peut-être au départ n'existe pas, ou en tout cas plus ou moins artificielle. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Après, il y a des oppositions. Ces oppositions-là, on les voyait déjà à travers... je prends l'exemple du département Pays Basque. Voilà, je prends un exemple que je connais. On a vu une opposition assez claire à travers les médias, mais aussi à travers les collectivités locales et territoriales. D'un côté, avec une opposition ferme, effectivement, du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui ne voulait pas l'entendre parler, et pour cause. Bayrou notamment. Et puis d'un autre côté, effectivement, un conseil régional, enfin une région, et d'ailleurs ça transparaissait très bien à travers les articles de Sud-Ouest qui avaient évolué d'ailleurs sur la question, qui avaient une certaine neutralité par rapport à la question, voire voilà, ils étaient quand même assez attentifs à ce qui se passait. Et donc, sans qu'ils soutiennent effectivement ce projet-là de réorganisation, et donc qui finalement reposait sur l'idée de créer des départements qui correspondent finalement à quelque chose, une certaine cohésion, en tout cas identitaire, économique, sociale, renvoyant plus à la notion de pays tel que ça avait pu être développé à travers les lois Pasqua ou Voynet. Hein, donc on était plus dans ce cadre-là, puisqu'il y a un pays, Pays Basque notamment, un pays Béarn. Il y avait effectivement d'un côté, et ça se retrouvait à travers les médias, on avait effectivement qui cristallisait un peu effectivement ces points de vue différents. D'un côté, effectivement, du conseil régional qui était assez neutre par rapport à ça, conseil général qui était profondément opposé et qu'il faisait savoir à travers la presse quotidienne régionale ou à travers les médias publics comme France Bleu, Pays Basque ou autres. Et puis, là aussi, d'ailleurs, à l'intérieur des médias eux-mêmes, des oppositions entre les journalistes de cultures différentes qui eux-mêmes s'opposaient effectivement sur ces questions-là. Et d'un autre côté, des médias associatifs, donc les radios associatives en langue régionale en particulier, la presse. Alors, il faut l'évoquer aussi, hein, la presse autonome basque, notamment Egun Caria, enfin la presse en langue régionale. De toute façon, il n'y a qu'un titre, donc on a vite fait le tour. Et puis aussi la presse hebdomadaire locale. Et donc la presse hebdomadaire locale était plus, et c'est là, voilà, il y a trois choses. La presse hebdomadaire locale, on pouvait estimer qu'elle était plutôt localiste. Hein. S'inscrivait dans un mouvement localiste, effectivement, de revalorisation du local, de revalorisation effectivement des pays, et c'était un positionnement aussi stratégique de la presse hebdomadaire locale par rapport à la presse quotidienne régionale. Donc il y avait un jeu aussi. Oui. Oui, pardon. Oui. Oui, pardon. Non, voilà, oui, j'essaie. Alors, je vais recadrer, recentrer. Non, ce qu'il y a effectivement, ce qu'on voyait effectivement à travers les médias, une opposition de point de vue sur ce projet-là, par exemple, entre les médias associatifs ou les médias indépendants, là pour le coup autonomistes ou indépendantistes, et puis d'un autre côté effectivement les médias publics décentralisés et la presse quotidienne régionale. Donc il y avait, mais encore une fois, cette vision du territoire, cette vision donc voilà, des liens identitaires, culturels, etc., était assez différent d'un média à l'autre. Donc je ne sais pas si ça, peut-être, voilà, si ça répond moins en partie. Oui. Un instant avec le micro, cher André Duny. Alors vous nous avez dit que, si j'ai bien compris, que le lieu territoire hein, où on habite aiderait à construire des identités sociales et culturelles, et puis des identités relationnelles, alors pas des identités, des relations tout simplement humaines. Et le troisième point que vous avez développé, c'était relations, identité et...
Je parlais, oui, de la dimension historique aussi. Donc le fait. Ça va avec l'identité. Oui, ça va avec l'identité. Les marqueurs historiques, l'identité, la grotte de Mondrin, Oui. Yen, etc. Oui, bon, d'accord. Avec l'identité, on prend tout aux riches et on redistribue aux pauvres, tout en gardant une petite commission. Bon, alors, ma question, c'est plutôt, si on voit les territoires uniquement en termes d'identité, on risque de... On risque l'implosion, parce que les territoires aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans... est-ce que c'est ça qui construit l'identité ou... Alors que, comment dire, cette identité, elle explose sur le coup de tous les systèmes de domination du capital, pour dire les choses clairement. Enfin, vous êtes aujourd'hui, on est atomisé, sollicité de toutes parts, par une culture mainstream où il faut se divertir à tout prix pour ne pas penser qu'à la fin de ce siècle, 2 tiers de la planète sont inhabitables, qu'il y aura 50 mètres d'eau de plus, 4 milliards de migrants, que 8 degrés de plus sur Lyon. Enfin bref, si j'en lis les très bonnes revues scientifiques, que les OGM nous foutent le cancer alors qu'on en a partout, voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas chercher une autre piste sur les territoires ? Ça, c'était un petit retour au paysage global pour revenir au territoire. Sachant que des territoires, ils n'ont que 3 jours d'autonomie alimentaire, en cas de crash, que le blé a doublé cet hiver, voilà. Alors, les territoires sont en recherche d'identité avec des marqueurs historiques. Tout ça, c'est bien sympa, mais c'est plutôt un universitaire qui voit le monde de son ballon, de sa montgolfière, quoi. Non ? Non, enfin... Gentiment, oui. Sans être méchant. Non, non, je parlais plus justement, de production d'un côté de territoire qui est plus ou moins, voilà, d'une territorialisation plus ou moins artificielle, de production d'un territoire qui n'existe pas en tant que tel, en tout cas. On est dans les... Et puis, il y a effectivement, qu'on le veuille ou non, des territoires qui sont... qui ont effectivement une dimension historique, identitaire, culturelle forte. Alors, bon, les enjeux, et c'est ça qui est intéressant, alors on va revenir aux médias, c'est vrai qu'on a des enjeux qui dépassent largement le cadre de ces territoires locaux, régionaux, avec effectivement... je parlais notamment des radios communautaires, enfin en langue régionale, périphérique, qui effectivement s'intéressent aussi à des problématiques transfrontalières, européennes, qui sont plus d'ordre effectivement économique, d'ordre social, par rapport à des problématiques qui peuvent être communes effectivement à ces populations de part et d'autre de la frontière, ou voilà, dans un cadre transnational. Bon, après, je sais pas. Si le sujet, c'était effectivement de parler justement notamment de la fonction, enfin en tout cas du rôle que peuvent remplir ces radios associatives, qui ont effectivement, qui sont là pour qui sont des médias donc de proximité, voilà, de communication sociale, qui effectivement sont là aussi parfois pour rendre compte et pour voir, pour agir, dynamiser des territoires locaux. Alors est-ce que le terme territoire effectivement est approprié? Pas forcément d'ailleurs, pas toujours. Voilà, d'un point de vue social, économique, culturel, etc. Voilà, donc j'ai du mal à répondre. Je ne sais pas si c'était une question d'ailleurs, je ne pense pas. Voilà. Une petite question du côté de Patrice Berger. Alors, j'ai 3-4 questions que je ne vais pas poser parce qu'on n'a pas le temps. Et non, je vais simplement dire que puisque tu as mis ton texte en ligne, il faudrait qu'on se trouve une solution technique pour qu'on puisse continuer le débat par écrit, ou d'une différente manière, ou même peut-être par oral. On peut peut-être faire des petits sons. Donc ça, il faudra qu'on regarde comment on peut faire ça sur le site. Parce qu'il y a 3 points, par exemple, que j'aurais aimé qu'on discute, mais on n'aura pas vraiment le temps. Puis c'est des points peut-être qu'on reprendra dans les 2 jours. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fabrique une émission? C'est-à-dire non seulement les gens de la radio, les bénévoles, tout ça, mais tous ceux qui sont invités. On va faire une émission tout à l'heure.
on prépare ça, il y a quelque chose, et donc il y a des liens, toutes sortes de réseaux qui se mettent en place. Donc là, tout autour, il y a des choses, à mon avis, qu'il faudrait qu'on approfondisse un petit peu. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des communautés, parce que effectivement, il y a une espèce de... Il y a une espèce de découpage que tu as bien situé dans les radios, dans les web radios, avec une micro-communauté. Mais ça existait déjà et ça existe encore dans les radios associatives. C'est-à-dire que dans les radios multicommunautaires comme Pluriel ou Trait d'Union, Kaléidoscope à Grenoble, eh ben, effectivement, il n'est pas dit du tout que les Portugais, les Turcs, les Arméniens, pardon, pas des Arméniens, vraiment dialoguent entre eux à travers les ondes. C'est-à-dire que chacun fait son truc et puis c'est pas vraiment intégré. Et si on veut intégrer, c'est une politique de direction de la radio qui est difficile à mener. Je me tourne vers le président de Radio Pluriel, qui est difficile et qui fait qu'on s'arrache les cheveux quelquefois, hein, on a du mal. Donc de fait, il y a ça. Mais en même temps, il y a une complémentarité extrêmement intéressante aujourd'hui, peut-être entre justement les possibilités offertes par le web. Et les Turcs de Pluriel, par exemple, sont partis pour faire leur radio web. Ça marche très très bien sur le web. Mais en même temps, nous, on a perdu quelque chose, et eux, ils ont perdu quelque chose, c'est-à-dire le contact avec tous les gens qui ne sont pas turcs et qui s'intéressent, qui n'ont pas de relation très précise avec la communauté turque. Donc voilà. Donc là, il y a des tas de choses sur les autres choses. Ça revient à la première question. Qu'est-ce qui se passe quand Jacques Samaru, le directeur de l'École normale supérieure, a dit au mois d'avril aux étudiants de Transistor, hein, qui font leur web radio, qu'ils étaient l'âme de l'école. C'est un joli compliment, hein, de la part. Alors c'était peut-être un petit peu un truc de discours, hein, on peut dire. Mais n'empêche qu'il y a une dimension dans les web radios. C'est pas... Samaru est biologiste, il s'intéresse qu'au corps et à... Pas tellement à l'âme. Voilà. En tout cas, il y a une dimension dans les web radios et dans les radios associatives, il y a une dimension de l'équipe qui fait. Et c'est très, très, très fort quand tu as parlé de Kola Shalom, quand tu as parlé on est toujours dans l'âme, hein, de Phare, de RCF, c'est des radios confessionnelles, hein, d'une manière ou d'une autre. Et il y a une dimension aussi très intéressante qu'on voit, c'est que l'usage de l'Internet et le travail en réseau, le travail se fait dans toutes ces radios-là, y compris dans nos radios laïques représentées ici, se fait à travers des choses souterraines, qui est qu'on se donne des outils, on échange entre nous. Voilà. Donc j'ai l'impression que... Alors, je vais venir sur là-dessus. Je disais, ça serait bien qu'entre les chercheurs, vous êtes 4-5 ici, et puis les gens, les praticiens des radios, et puis il y a même des gens qui sont les deux, eh ben, on puisse continuer ce dialogue, parce que je crois que sur les différents points que tu as apportés, notamment sur le rapport entre web radio et radio FM, et sur les évolutions possibles en utilisant mieux les ressources de l'Internet, ben, on aurait des choses à travailler ensemble, parce que nous, on voit les choses un peu souterraines, ce qui se passe, comment on essaye de s'équiper, de s'acculturer à ces nouveaux trucs-là, et puis comment on n'y arrive pas toujours, mais comment petit à petit les choses évoluent. Et vous avez une vision un petit peu peut-être un peu surplombante, mais on peut s'enrichir mutuellement. Donc on a commencé à travailler ensemble là, ça se fait aussi ailleurs, hein, mais j'aimerais bien qu'on continue. Et ça peut être effectivement sur l'Internet. Et puis c'est tout. Okay. Voilà, et ben c'est parce que Patrice Berger, c'est aussi un petit peu l'âme des radios associatives qui peut dire tout ça.